Donc, je vais vous présenter en fait une présentation sur PostGIS qui va être donc orientée sur l'art et la manière d'arriver à stocker de l'information géographique dans Postgre et de la manipuler. En termes de présentation, en fait, tout départ, donc là je représente Cam2Cam, qui est un spécialiste open source et spécialisé notamment en fait, sur l'ensemble des solutions SIG. Et à ce titre-là, particulièrement impliqué en fait, au niveau de PostGIS. Au niveau de cette présentation, elle a été co-réalisée à la fois par Nicolas Ribaud, donc, qui est présent sur Toulouse, et par moi-même, Olivier Courtin. Et donc c'est moi-même qui vais vous la présenter. Au niveau du plan de cette présentation, il va y avoir déjà un premier contexte historique, un rappel sur PostGIS, les normes internationales en fait, et les standards qui sont sous-jacentes en fait, au niveau de PostGIS, les principaux types géographiques qui sont supportés, qu'est-ce qu'on peut stocker en fait, dans PostGIS, comment c'est représenté en termes de représentation de données, et ensuite ce qu'on peut en fait, arriver en fait, à en faire en termes de manipulation, de fonctions spatiales, d'opérations topologiques, et les manières en fait, d'arriver à optimiser ça en termes de performance. Et enfin, une fois qu'on aura vu comment arriver à manipuler en fait, de la donnée géométrique, comment arriver à l'exporter, à la fois en termes de format d'export, et à la fois en termes d'outils. Quels sont l'ensemble des outils qu'on peut relier en fait, à PostGIS pour arriver à y donner du sens, soit en fait, au niveau SIG web, soit SIG desktop. Donc qu'est-ce qu'on peut en faire? Et en guise de conclusion, quels sont les futurs à la fois pour PostGIS et à la fois pour les logiques de SIG dans les bases de données. Donc, quels sont les futurs des bases de données spatiales et de PostGIS? Alors, tout d'abord, au niveau d'un SGBD spatial, les principaux enjeux, ça va être évidemment d'arriver à stocker de l'information géographique en base et d'arriver ensuite à récupérer toute ou partie de ces infos, soit sur des critères attributaires, soit sur les critères géographiques, soit sur un mix des deux. Et il va falloir évidemment que ça aille vite. Si on commence à devoir passer plusieurs secondes, voire davantage, pour obtenir une réponse, ça ne va pas être utile et utilisable. Donc il faut que ça soit très optimisé en termes de performance. Et en même temps, on va avoir très rapidement en fait, sur des informations géographiques, particulièrement sur des polygones et sur des linéaires, de l'information qui va être massive dans les bases. Donc arriver à faire tourner plusieurs terras, voire davantage en base, il faut avoir une infrastructure en dessous qui soit capable de supporter. Et évidemment, les implémentations d'une base de données spatiale doivent être en capacité d'être au plus près en fait, des standards existants pour des problématiques d'interopérabilité. Et on va faire la transition justement sur très bientôt les principaux standards en fait, implémentés au niveau de PostGIS. Alors PostGIS, vous avez le site officiel sur postgis.infraction.net ou sur postgis.org tout récemment. Avec une version non officielle mais francophone, cette fois en fait, sur postgis.fr. On est sur des versions 1.3 de PostGIS à l'heure actuelle, donc là on est sur la phase où la 1.3.4 est en train de sortir, c'est dans les jours qui viennent. Et justement on est sur des sites de développement très rapides. On a une communauté en fait, au niveau des développeurs PostGIS qui est vivante et qui est également mondiale, et sur lesquels on va avoir une évolution fonctionnelle en fait, très rapide. C'est développé en C sous forme de plugin pour Postgre, ce qui fait que l'ensemble en fait, des opérations de bas niveau se resserre de l'API C de Postgre, et on ne va rajouter en fait, que les fonctionnalités de plus haut niveau qui vont évidemment traiter la partie spatiale. Ce qui a un des intérêts majeurs au niveau du code de PostGIS, c'est qu'on a quelque chose qui est à la fois concis et ramassé, et à la fois lisible, pour peu qu'on soit en fait, dans le code C, ce qui fait qu'on peut quand même assez rapidement re-rajouter en fait, des nouvelles fonctionnalités lorsqu'on en a besoin. Donc quelque part c'est extensible. Historiquement, on a une société qui s'appelle Refraction, qui est une société canadienne sur la côte ouest, et qui a porté en fait, le projet PostGIS dès ses débuts, et qui continue à avoir un rôle moteur en fait, dans la communauté PostGIS. Et évidemment, c'est un projet qui a du sens parce qu'il est utilisé au niveau mondial dans de très nombreux projets, alors que ce soit des projets institutionnels, des projets commerciaux, des projets industriels. Et on va retrouver notamment, en termes de références marquantes, des instituts géographiques, donc par exemple en France à l'IGN, en Suisse on va retrouver Swisstopo, l'IRSN, en France toujours, qui vont être des acteurs qui utilisent en fait, au quotidien PostGIS pour le stockage et la manipulation de leurs données. En termes d'archi, on va retrouver donc PostGIS qui va être
sous forme de plugin en fait, à Postgre, et qui va en fait, pouvoir se recoupler lui-même en fait, avec de nouvelles librairies qui vont ajouter en fait, des fonctionnalités particulières. Donc on va retrouver un Prochefort qui va gérer toute la partie de système de reprojection, donc la capacité de passer au niveau géographique de données qui vont être par exemple en latitude-longitude vers des données qui vont être par exemple dans un système de géographie planaire. Et on va retrouver aussi notre librairie GEOS qui va, elle, gérer toute la partie d'opérations topologiques. Donc toutes les logiques d'intersection, d'adjacence, etc. vont être gérées et déportées en fait, au niveau de GEOS. Ce qui renvoie à la notion que le code en fait, au final de PostGIS est quand même assez ramassé, vu qu'il redélègue en fait, à d'autres opérations. Je vous fais l'historique de manière très très rapide. On a des toutes premières versions réellement utilisables dès 2003-2004, donc au niveau de PostGIS sur les versions 0.8. La grosse version majeure en fait, au niveau des changements, c'était la version 1.0 de PostGIS en 2005, où on est passé d'une logique où on stockait l'information géographique en texte ASCII en fait, dans la base, à une logique où on va la stocker en, fait, en binaire. Et ça a été un gros passage en fait, avec une grosse réécriture de l'ensemble bas niveau en fait, de PostGIS. Et chose qui était liée, le passage également sur de la donnée qui est désormais en, fait, en 4D. Donc évidemment on peut rester en XY pour une logique planaire pure, mais on peut, si on le désire, rajouter une troisième dimension pour le Z, voire une quatrième par exemple pour du temps, par exemple. Donc ça c'était vraiment la version majeure en fait sur la 1.0. Évidemment ensuite on a eu des évolutions fonctionnelles, et maintenant on retrouve en fait une nouvelle version majeure avec la 1.3 qui est sortie courant d'année dernière, et avec notamment toute une logique en fait, de préfixes, avec des logiques de préfixes ST, et dont le but, on va le voir tout à l'heure, va être de se rapprocher en fait, de tous les standards de type ISO pour la partie base de données spatiale. Lorsqu'on a besoin en fait, d'informations au niveau de PostGIS, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On va retrouver évidemment de la documentation officielle, qui à l'heure actuelle est encore assez spartiate, il faut le reconnaître, mais en ce moment, il y a des efforts de l'ensemble des développeurs en fait, PostGIS pour arriver à étoffer de manière beaucoup plus importante en fait, la doc. Donc ça c'est un chantier qui est en cours pour avoir une documentation à la fois illustrée avec des exemples, en prenant en compte les différents cas particuliers, et également en refaisant une logique d'homogénéisation en fait, de l'ensemble des prototypes d'appel. Donc ça c'est en cours. On va retrouver évidemment les mailing-lists officielles, des sites communautaires, à la fois francophones et internationaux, sur lesquels on va retrouver de l'information. Et on a un retour, je pense par exemple à la liste PostGIS Users, qui sont extrêmement réactifs et d'un très haut niveau dès lors qu'on se pose des questions existentielles sur la réelle manière d'arriver à passer une requête spatiale. Sur les parties des standards internationaux, donc vous les avez annoncés en, fait, en début d'exposé, on va retrouver un premier concept qui est la logique de feature. La logique de feature, c'est tout simplement le fait d'avoir un mix entre de la donnée attributaire, comme on en a classiquement en base de données, et une logique de spatialisation. Positionner spatialement en fait, dans l'espace un ensemble d'attributs. Et cette feature-là, on va retrouver différents standards qui vont permettre de définir des API évidemment standardisées pour venir décrire comment dans une base de données SQL placer en fait, des nouveaux types géométriques, les représenter en, fait, en base, et quelles sont l'ensemble des méthodes que l'on va pouvoir utiliser et mettre en œuvre pour réaliser des fonctions spatiales. Et également, dernier point, comment on va arriver à conserver une logique d'intégrité référentielle dans la base en ayant rajouté des nouveaux types spatiaux. Donc ça c'est aussi une contrainte. Comment arriver à conserver cette logique-là d'intégrité référentielle et permettre toujours au moteur de base de données de réaliser des vérifications sur le typage notamment. Alors parmi ces standards, on va retrouver deux principaux organismes internationaux. Le premier, ça va être OGC, Open Geospatial Consortium, qui est spécialisé sur évidemment tout ce qui est données géographiques, qui depuis un certain nombre d'années, donc cette spec-là en fait date de 99, va proposer une spec qui s'appelle SFS,
standard feature for SQL qui permet justement de décrire de manière extrêmement précise comment arriver à partir d'une base SQL classique à avoir une logique d'API spatialisée pour cette base-là. Et on va retrouver dedans toute la définition des primitives géométriques en 2D, à savoir des points, des polygones et des lines, et le fait de pouvoir avoir des types multiples, donc multipoint, multipolygone, multiline, on verra tout à l'heure en fait, quelques cas illustrés. Et on va retrouver à peu près une 80aine de fonctions d'analyse spatiale, depuis des fonctions assez simples, pour arriver à les manipuler. Et enfin, on a la définition du schéma SQL pour justement conserver cette logique d'intégrité référentielle en fait. Sur le même principe, mais avec un autre organisme de standardisation, à savoir l'ISO, on va retrouver une autre spec. Donc c'est la partie 3 de SQL MM, donc MM pour multimédia, qui va permettre, elle, de définir non plus des données en fait en 2D, mais dès lors en 4D, X, Y, Z et M, qui va rajouter des nouveaux types géométriques, par exemple des curves, c'est-à-dire par exemple des linéaires ou des polygones, mais au lieu d'être reliés par des droites, qui peuvent être reliés en fait par des arcs de cercle, et qui va rajouter en plus un certain nombre de logiques additionnelles qui ne sont pas du tout en fait présentes dans SFS, tout simplement parce que le nombre de fonctions disponibles dans l'API est beaucoup plus important. On passe d'à peu près 80 à plus de 200-300 fonctions d'entre les deux spécifications, et le niveau en fait, de détail est également beaucoup plus important. Donc on est quelque part sur une spécification beaucoup plus large, SQL au niveau de SQLMM, SFS pourront être vus comme une sous-partie en fait, beaucoup plus réduite. Alors, en termes d'implémentation de ces standards, ou d'une partie de ces standards, on va retrouver parmi les principaux SGBD, évidemment PostGIS, Oracle Spatial, ArcSDE qui est une solution d'Esri, Oracle Locator et MySQL Spatial. Donc au niveau open source, il y a uniquement le premier et le dernier qui sont open source, tous les autres en fait sont des solutions propriétaires. Dans les faits, les deux SGBD et les deux solutions spatiales qui sont les plus utilisées vont être PostGIS et Oracle Spatial. Donc ça va être les deux qui vont être le plus régulièrement en fait, mis en production, de manière concrète. On va retrouver notamment des études, celle-ci en fait est disponible librement en fait, sur le net, qui vont permettre en fait, de comparer au niveau fonctionnel le périmètre de certaines d'entre elles. Par exemple, vous avez sur celle-ci un comparatif entre PostGIS, Oracle Spatial et MySQL Spatial, donc qui déjà commence à dresser en fait, un panorama au niveau fonctionnel. Et on se rend compte que des organismes, par exemple l'IGN, qui se sont penchés sur est-ce qu'on utilise plutôt Oracle Spatial ou plutôt PostGIS, on finit par répondre, soit parce qu'ils ont un historique fort en fait, au niveau Oracle, donc ils ne vont pas forcément changer l'ensemble en fait, de leurs infrastructures et de leurs ressources humaines au niveau des BA, donc ils vont rester dans une logique Oracle Spatial, soit lorsque le poids en fait, de l'historique est beaucoup moins prégnant, vont choisir en fait PostGIS parce que tout simplement ça répond à leurs besoins. Au niveau des objets en fait, géographiques dans la base, on va retrouver au niveau de SFS un ensemble de types géométriques qui vont être stockés en base. Donc là vous avez le schéma de principe. Et en termes de représentation, on a une représentation textuelle pour tout simplement venir représenter la géométrie. Donc là, en fait, sur un point, on va retrouver point et les coordonnées, x, y. Sur des multipoints, on va retrouver le même système en fait, de représentation avec juste un séparateur virgule entre chacun de ces points. Line string, c'est la même chose, sauf qu'évidemment, on va relier en fait, l'ensemble des points. Très bien. Multiline, ça se complique très légèrement. On va retrouver en fait, deux jeux de parenthésage pour définir chacune de nos lines. Et un polygone, alors là ça devient un peu plus subtil. On a déjà en fait une première logique où on va être sur des coordonnées fermantes. Donc le premier point en fait, de son polygone est répété de manière obligatoire à la fin pour venir fermer en fait, son polygone. S'il n'est pas fermant, il n'est pas valide. Deuxième autre logique,
c'est qu'on va être sur des rings ici. Donc là, en fait, on va avoir différents rings. Le premier, le ring externe, il est obligatoire. C'est lui, quelque part, qui va définir la forme en fait, de la géométrie. Et les autres sont optionnels, donc on va en avoir 0 à n, et vont correspondre aux rings internes, qui peuvent être soit, comme dans l'exemple en fait ici, des trous, soit qui pourraient être en fait à côté, et qui pourraient correspondre à des îles. Donc on peut avoir des trous et des îles par rapport en fait, à notre géométrie de départ. Et sur le même principe, ou multiple, on va retrouver des multipolygones. Enfin, on a un type abstrait qui s'appelle Geometry Collection, qui est une forme de fourre-tout dans laquelle on peut retrouver n'importe quel autre type géométrique, sous simple réserve, évidemment. Ensuite, d'être sur la même dimension, donc toujours en 2D, et le même système de projection. Alors, quelques limites sur les logiques en fait, de trous et d'îles. Il y a quelques types de géométrie qu'on ne peut pas représenter en fait, avec des trous et des îles dans le standard. Donc, on ne va pas pouvoir avoir, par exemple, des logiques de superposition en fait, de trous ou de points en fait, de jonction sur lesquels on est plus de 2 points qui viennent en fait se coller en fait sur l'enveloppe externe ou de superposition à cheval, etc. Donc on est obligé d'être dans des logiques uniquement de trous purs ou d'îles pures par rapport à notre ring externe de départ. Au niveau en fait, de la version 1 de PostGIS, on est passé sur un stockage en, fait, en binaire dans la base de données. Donc là maintenant, si on fait un select étoile d'une table dans laquelle en fait, on a des données en fait, géographiques, on n'a plus quelque chose de lisible comme auparavant lorsqu'on était en texte. On a directement un flux exa qui correspond en fait, à du binaire encodé en fait, pour PostGIS. Donc on a évidemment des logiques de conversion entre ces formats. On va retrouver notamment les fonctions asText et asEWKT qui permettent de passer d'un flux en fait, textuel, d'une géométrie vers un flux textuel, et les fonctions inverses qui vont être géométrie from text à partir du flux textuel, qui vont permettre de revenir sur une géométrie native PostGIS. Et c'est cette géométrie-là en fait, qui est en binaire hexadécimal. Au niveau de la partie performance, un des enjeux en fait, au niveau de PostGIS, ça va être notamment d'arriver à avoir quelque chose qui soit suffisamment performant, et un des mécanismes pour cela, ça va être les index. Donc on va retrouver déjà une première notion qui est la B-box. Donc à partir du moment où en fait, on a une géométrie, on va forcément avoir une logique de B-box qui est le plus petit rectangle qui englobe l'ensemble en fait, de la donnée géométrique. Donc on peut le voir en fait, comme une approximation de la surface en fait, d'un objet. Au niveau de la base, on va retrouver un principe d'index qui est de type R-tree. Là, on a un ensemble en fait, d'objets géométriques qui sont répartis en fait, dans l'espace, qui vont être à chaque fois déjà approximés par leur B-box. C'est pour ça qu'on ne retrouve que des rectangles. Donc ça, c'est la première logique déjà de généralisation. On parle au niveau de l'index uniquement en termes de B-box. Et ensuite, on va créer en fait une décomposition en fait, de l'index par régionalisation de l'espace. Donc on va recréer en fait des sous-parties au niveau du stockage de l'index en refaisant en fait des blocs au niveau du R-tree pour arriver à avoir ensuite un parcours qui va filtrer sur là où les zones géographiques nous intéressent et qui va être évidemment très rapide. Alors, cas d'utilisation en fait, avec PostGIS, ils ont implémenté en fait, la partie R-tree sur des index de type generalize. Donc, on va avoir du GIST pour les index en fait, PostGIS. Donc, il suffit de créer en fait, un index sur
le champ géométrique de son choix en passant en fait, le flag en fait, qui correspond à l'index spatial. Évidemment, on va avoir les mêmes logiques en fait, d'utilisation qu'un index classique, à savoir que ça va avoir du sens sur toutes les opérations de type select. Et évidemment, on va avoir des performances qui vont être dégradées lorsqu'on est dans une logique d'insertion ou d'écriture régulière. Un autre point également en fait, à considérer lorsqu'on utilise des index spatiaux, c'est des cas particuliers où on va avoir, par exemple, très peu de géométrie dans une table, par exemple quelques dizaines, quelques centaines. Ça peut être par exemple tout à fait le cas si on a, par exemple, les départements de la France. Et si on a en fait, pour chacun de ces objets un détail important en fait, de la finesse en fait, de l'objet. Donc concrètement, on a un objet qui est très volumineux en fait, dans la base, mais on a très peu d'enregistrement. Si on utilise en fait, les mécanismes classiques d'optimisation de query Postgre, lorsqu'il va se rendre compte au niveau de la statistique qu'il y a très peu d'enregistrement dans cette table-là, il va être amené à se dire, vu qu'il y a très peu d'enregistrement, je bypass en fait, le mécanisme d'index et je vais venir scanner séquentiellement directement en fait, les enregistrements. Dans le cadre spatial, ça peut être une mauvaise idée et on peut être amené à devoir indiquer manuellement un Postgre dans sa requête, de lui dire non, ne bypasse pas ce mécanisme-là, merci d'utiliser l'index de manière systématique. Ce qui fait qu'on est quand même amené assez régulièrement, lorsqu'on passe en mode optimisation, à devoir passer par des phases d'externalize pour bien vérifier si on a son index qui est utilisé oui ou non, et si oui, si ça correspond à ce qu'on va en faire. Donc là, vous avez quelques extraits récupérés sur du PGAdmin, où on voit dans ce cas-là qu'on est sur un parcours séquentiel en fait, de l'ensemble de la table, tandis que là, la taille de la flèche a changé, on est bien sur un parcours uniquement en fait, de l'index, et non plus de l'intégralité de la table. Alors, quelques exemples en fait, avec et sans index. On est sur une requête géométrique très naïve, à savoir récupérer l'ensemble des communes qui vont toucher, donc qui sont adjacentes à une commune de départ, qui en l'occurrence est Toulouse. On a un temps, lorsqu'on le réalise en fait sans index, qui est de l'ordre de 150 millisecondes, et la même requête en fait passée après indexation, on a un facteur 5 sur cet exemple-là, donc on a divisé le temps de départ de manière importante. Et ces ratios-là, là on est sur du 5, c'est des ratios qui sont on va dire, très courants et qui peuvent être en général bien plus importants. Ça nous arrive d'être sur des ratios de 10, voire davantage. Donc on a des gains de performance extrêmement forts, uniquement en utilisant des logiques d'index géographique et en utilisant une manière adéquate de passer et d'écrire en fait sa requête spatiale. Ces mécanismes de requêtage spatiaux, donc là on avait l'exemple en fait avec Touch, sont réalisés pour la plupart avec la librairie Geos. Donc je vous ai présenté en tout début en fait, deux librairies qui étaient connectables en fait, à PostGIS, donc il y avait Prochefort et Geos et la librairie qui va au niveau de PostGIS gérer tout ce qui est opération topologique, donc les intersections, les logiques d'adjacence, les logiques d'inclusion, etc. Pour rappel historique, en fait, on est sur une librairie qui est également en fait, développée historiquement au départ par Refraction et qui est un portage en C++ d'une autre librairie qui s'appelle JTS. Et à l'intérieur, on va retrouver en fait, un mécanisme fort, donc qui est le distinguo entre est-ce que c'est une fonction sur un opérateur ou est-ce que c'est une fonction. Donc les fonctions vont utiliser la géométrie exacte, tandis que les opérateurs spatiaux vont eux utiliser uniquement la B-box, donc uniquement en fait, une géométrie approchée pour réaliser en fait, leurs opérations topologiques. Et évidemment, les opérateurs, vu qu'ils vont se baser en fait, sur les B-box, ont tout intérêt à être couplés en fait, avec des logiques d'indexation, pour que les deux en fait, puissent optimiser l'un l'autre. Alors, un exemple graphique de cela,
Ici, en fait, on a une requête avec une logique d'intersection, et cette intersection-là, elle est codée en fait avec l'opérateur d'intersection de PostGIS, qui est le double et commercial. Donc ici, on lui passe en fait une première géométrie, donc qui est la box, qui est définie en fait avec ces deux coordonnées donc de diagonale, de manière explicite, et on lui demande en fait de récupérer l'ensemble en fait des rivières dont les géométries intersectent en fait la box. Et vu qu'on a utilisé un opérateur spatial, on ne prend pas en fait le cas de chaque rivière indépendamment, mais on va prendre le cas de la B-box de chacune des rivières. Donc il faut imaginer en fait un rectangle qui serait mis en fait autour de chacune des rivières, et on va faire un calcul d'intersection entre chacun de nos rectangles et celui-ci. C'est pour ça en fait qu'on va récupérer des rivières qui ne sont pas forcément à l'intersection réelle en fait de notre box. Par contre, une autre manière d'écrire la requête, c'est de la faire avec la fonction spatiale, intersect, et là pour le coup, on prend la géométrie exacte et on va faire l'intersection exacte entre notre géométrie et notre box. Donc c'est deux manières complètement différentes de raisonner et d'écrire la requête. Et depuis les versions 1.3 de PostGIS, on a déjà un pré-filtre automatique qui ici, lorsqu'on va écrire la requête avec la fonction spatiale, va déjà préfiltrer à partir des B-box. Donc il y a un mécanisme d'optimisation de la performance, sachant qu'en général, on va retrouver également des gains de performance entre les deux avec des facteurs de l'ordre de 5, 10, 20. Donc des choses qui sont très massives. Et évidemment, sur les versions récentes, on a une optimisation dès lors qu'on a mis en place des index spatiaux intéressantes là-dessus. Sur les principales fonctions et opérateurs, on va retrouver donc les fameuses logiques d'opérateurs topologiques, par exemple intersection, par exemple adjacence, etc. On va retrouver également des fonctions de manipulation de géométrie. Par exemple, récupérer la distance entre deux géométries, ou faire un calcul de surface sur une géométrie, ou récupérer en fait le calcul de distance entre deux géométries, mais sur une sphère, au hasard la Terre, en lui passant en fait les paramètres permettant d'approximer donc la Terre et de ne plus avoir une distance uniquement linéaire, mais par exemple une distance en fait à la surface. On peut également utiliser des fonctions PostGIS pour venir créer à la volée en fait de nouveaux objets géographiques. Donc vous avez un exemple en fait graphique ici où on part de l'ensemble en fait des communes de France. Alors je ne sais pas si ça rentre forcément bien, mais en fait on a les 36 000 communes en fait avec à chaque commune en fait est représentée en fait par un polygone en rouge, et on va venir utiliser en fait une fonction qui va réagréger en fait l'ensemble de ces géométries sur un critère attributeur. En l'occurrence ici sur le critère qui correspond au code du département. Et on va récupérer en sortie l'ensemble des départements français. Donc ça c'est un exemple en fait, d'agrégation, on peut utiliser n'importe quel autre critère qui est déjà dans la base pour faire cette agrégation. Donc ça c'est des fonctionnalités qui sont très classiques et qui sont déjà utilisées en fait, dans de nombreux SIG. Donc là on est sur l'exemple en fait de l'ISOL d'Esri. Et toujours en fait en termes d'analyse spatiale, on va pouvoir utiliser ensuite de la représentation pour, par exemple, retrouver toutes les communes en Haute-Garonne dont la densité va être supérieure à un seuil, en l'occurrence 600 habitants par kilomètre carré. Donc ça, on va pouvoir le représenter en fait au niveau de la requête SQL PostGIS avec un select qui va ensuite renvoyer sur notre colonne géométrique, TheGeom, la fonction en fait PostGIS de calcul d'air, et on va ensuite avoir le reste de la requête SQL classique. Donc uniquement en fait avec ces fonctions-là, on va pouvoir récupérer l'ensemble des communes qui nous intéressent.
on va retrouver des fonctions qui vont permettre d'exporter en fait, de la géométrie dans d'autres formats. Donc on a vu qu'en format natif, on avait les formats textuels WKT et les formats en fait, binaires qui sont ceux de représentation en fait, de PostGIS. Donc on va pouvoir retrouver d'autres types de formats qui utilisent en fait, de la géométrie et qui sont liés à PostGIS. On va retrouver par exemple le GML. On a des fonctions en fait, au niveau de PostGIS qui permettent d'exporter en fait, du GML. On va retrouver également KML, qui est un autre format, et en l'occurrence utilisé dans Google Earth, qui a été rajouté sur des versions assez récentes de PostGIS et qui permet donc d'exporter en fait, de la géométrie directement dans le format KML. On n'a plus qu'à rajouter les entêtes, à renvoyer dans Google Earth, et on a ici en fait, des représentations, en l'occurrence, les fameuses communes de tout à l'heure, qui ont été replaquées en fait, sur une interface de type Google Earth. Uniquement en ayant passé donc, le select AskKML sur The Geom, donc là il manque la fin de parenthèse, sur une tête commune, et en ayant rajouté en fait, des entêtes pour le passer en fait, sur Google Earth derrière. Autre format également, qui est très utilisé en ce moment en fait, sur les logiques en fait, SIG et WebSIG, c'est GeoJSON. Donc un format beaucoup plus compact en fait, que par exemple le GML tout à l'heure. Et on a aussi en fait, des primitives qui ont été rajoutées dans PostGIS sur les versions récentes, 1.3.4 en l'occurrence, pour avoir des exports. Et donc là on a un visu, pareil, sur le même principe. On a récupéré toujours en fait, la sortie en fait, de Toulouse. Donc ça c'est pour toutes les logiques en fait, d'export. On va pouvoir générer en fait, des flux qui vont représenter la géométrie dans d'autres formats qui, eux, vont être lisibles et manipulables par un logiciel en fait, SIG. On a également en fait, des fonctions d'import qui permettent de partir d'un fichier SIG de départ, contenant de la donnée, et de l'importer dans PostGIS. Donc, une de ces fonctions-là, qui est livrée avec PostGIS, c'est SHP2PGSQL, donc c'est un petit binaire, qui va permettre de venir convertir un fichier shapefile, donc, qui contient de la donnée vectorielle en fait, géographique, vers un flux SQL qu'on n'aura plus ensuite qu'à importer directement dans PostgreSQL. On a un ensemble en fait, de fonctions qui sont précisées en fait, et utilisables avec SHP2PGSQL pour, par exemple, générer automagiquement un index spatial en fait, dès la phase d'import. Évidemment, dropper la table précédente si jamais en fait, elle existe déjà. Gérer les encodages des données attributaires qu'on a dans notre donnée DBF, etc. Donc, ensuite, on va pouvoir utiliser cette commande-là avec les options de son choix. Par exemple, directement la piper sur un PSQL pour gérer l'import. Et on a réglé en fait, sa phase d'import en fait, de données dans PostgreSQL, uniquement avec cette moulinette-là. Évidemment, on a le pendant, donc qui permet, à partir de données qui sont dans PostgreSQL, de venir recréer à la volée un shapefile. Et on a la possibilité de le faire de manière naïve sur une table, ou de le faire directement sur une requête spatiale de son choix. Donc on peut retrouver une complexité d'analyse spatiale de son choix pour générer des fichiers de type shapefile. En termes de lien avec d'autres outils de type SIG, on va retrouver dans l'univers en fait, des SIG desktop différents outils qui permettent plus ou moins bien de se connecter en fait, avec PostGIS. Donc le minimum vital, c'est d'être capable de se connecter en, fait, en lecture en fait, au niveau de PostGIS. Et la plupart des softs, enfin on a fait une première décomposition entre outils open source et outils propriétaires. Et beaucoup en fait, sont déjà en capacité, au minimum, d'arriver en fait, à récupérer de la donnée en fait, de PostGIS pour en faire quelque chose en lecture. Au niveau de l'écriture, c'est pas forcément aussi évident que l'ensemble de ces outils SIG desktop soient capables en fait, de venir écrire dans PostGIS de manière propre. Et là où se fait le gros distinguo, c'est qui est capable de venir faire des requêtes géométriques
par exemple les calculs d'air de tout à l'heure sur des critères particuliers ou les logiques en fait, d'intersection, etc. Donc dans ces outils, on va retrouver par exemple OpenJump ou par exemple GVSig, qui sont des outils qui permettent à l'heure actuelle réellement d'avoir un lien, on va dire intime, entre PostGIS et la partie SIG Desktop. Ou dans l'univers propriétaire, on va retrouver FME, qui est la référence en la matière sur son lien fort entre de très nombreux outils et applications SIG. Donc là, on va changer en fait, de rubrique, on va passer au serveur cartographique. Donc en termes d'architecture, c'est lorsqu'on veut arriver à produire des images de cartes à partir de PostGIS. On a principalement en fait, deux solutions au niveau open source qui sont MapServer en fait, et GeoServer. Les deux sont en capacité évidemment de se lier de manière très bonne en fait, avec PostGIS. On a un très bon support historique en fait, avec MapServer. On a le même type en fait, de support en fait, avec GeoServer. Le distinguo entre les deux, c'est que celui-ci va permettre de gérer directement l'écriture au travers en fait, du serveur web. Donc il implémente en fait, les normes qui s'appellent WFST, permettant depuis un client web de venir dialoguer en fait, avec GeoServer pour être dans une logique d'écriture. A contrario, en fait, au niveau de MapServer, on va être dans une logique beaucoup plus d'écriture, de lecture et de requêtage spatial. En termes de roadmap, à l'heure actuelle, la version 1.3.4 est en ce moment même en, fait, en cours de finalisation. Donc on attend en fait, dans les jours prochains en fait, une sortie. Et la version 1.4 en fait, de PostGIS est-elle en, fait, en cours de développement. Donc on est dans le trunk en ce moment. Une des avancées majeures en fait, à ce niveau-là, ça va être déjà la dissociation entre toute la couche bas niveau qui gère en fait, le stockage et la représentation en fait, des géométries et la partie analyse spatiale. Et un des objectifs, ça va être de se dire, ça permettra par exemple à d'autres SGBD d'implémenter la couche très bas niveau de PostGIS. Y pensez par exemple à SQLite. Donc ça va être déjà un premier moyen d'arriver à avoir une dissociation forte au niveau du code entre le stockage et la manipulation en fait, de données. Il y a également un travail important de refactoring qui est en ce moment initié, sachant qu'il y a différents autres développeurs dans les développeurs PostGIS qui ne font pas directement en fait, partie de Refraction et qui ont amené en fait, un nouvel élan en fait, sur l'ensemble du code et un regard extérieur. Donc il y a un travail important de refactoring en ce moment. Sur la roadmap beaucoup plus long terme, donc la version 2.0, alors là on n'a pas de date qui est projetée en fait, sur quand sera réalisée en fait, cette version-là. Néanmoins, il y a une roadmap qui a été mise en place après une session en fait, de chat entre les développeurs, il y a à peu près 6 mois de ça, qui liste, façon liste au Père Noël, tous les points et tous les chantiers en fait, à mettre en place pour avoir une 2.0 qui ressemble à quelque chose. Et dans les points marquants de cette wishlist, on retrouvait notamment la volonté de se rapprocher de SQLMM, donc quelque part la volonté d'avoir au niveau de PostGIS quelque chose qui ne soit pas quelques centaines de fonctions, mais bien davantage, et notamment d'avoir des logiques de topologie et de routing nativement reliées en fait, à PostgreSQL. Donc de ne pas être uniquement sur la donnée quelque part spaghetti, donc on a un ensemble de points géographiques qui ne sont pas directement reliés topologiquement à des modèles en fait, qui sont nativement topologiques. En guise de conclusion, à l'heure actuelle, PostGIS est d'ores et déjà en fait, considéré comme la référence en termes de cartouche spatiale open source. De fait, le fait d'avoir un cartouche spatial enrichit les possibilités en fait, d'une base de données relationnelle comme celle de Postgre. Et à l'heure actuelle, on a déjà de très nombreux traitements qui vont venir enrichir les possibilités en fait, au niveau SIG d'une base de données comme Postgre.
Et de nombreux outils vont être en capacité de se coupler en fait sur PostgreSQL. En termes de perspective, on peut voir quoi? Pour l'instant, en fait, on a toute la partie d'analyse de traitements spatiaux, une évolution possible en fait dans ces traitements, c'est d'être sur du multidimensionnel, notamment en fait sur toute la partie géostatistique et notamment sur des travaux en fait qui sont envisagés d'avoir des bases de données qui soient à la fois multidimensionnelles au niveau OLAP et qui en plus rajoutent en fait des concepts spatiaux par-dessus. Si vous avez des questions, il reste un petit peu de temps. Donc soit en direct, soit par mail. Oui. SHA-2 PGSQL Oui. ne fait de l'import que de données spatiales ou elle intègre-t-il les données attributaires, enfin les... Alors je reviens sur le slide pour qu'on ait en visu dessus. Donc il gère en fait à la fois la donnée spatiale et à la fois la donnée attributaire. On a les deux en fait qui vont être importés dans la même table. Donc on va retrouver, si on a par exemple 5 colonnes attributaires, on va les retrouver. Et en plus, on aura une colonne qui est spatiale, qui sera dans cette table-là. Oui. Tout à l'heure, j'ai vu que vous aviez écrit au moment des index, là, GIST géométrie OPS. Oui. Alors, parce que moi, quand je crée un index spatial, j'écris juste GIST, quoi. J'utilise pas ça. C'est mal. C'est mal. Oui. Justement, si vous pouviez expliciter. Il y a deux syntaxes en fait. Il fut un temps, on avait besoin en fait du flag, GIST géométrie OPS. On peut également faire exactement la même chose sans le flag. À l'heure actuelle, ça ne change pas la face du monde. Donc, ce qui est important en fait à retenir, c'est uniquement de créer en fait un index de type GIST systématiquement à chaque fois en fait, qu'on a de la donnée spatiale en base et qu'on va faire des requêtes ensuite dessus. Ça, c'est le point important. Après, le flag, il ne va pas changer en fait quoi que ce soit en termes de comportement. Tu pourrais me dire la différence entre le WKT et le EWKT? Donc le WKT, on est sur le standard en fait, OGC en fait. Un standard OGC lié en fait à SFS. Et donc WKT, il va être notamment en fait sur de la 2D, X et Y. Il va prendre en compte uniquement en fait, les formats de géométrie qui correspondent en fait à SFS 1.1. Tandis que dans le EWKT, on va retrouver de la géométrie qui est potentiellement en 3 ou en 4D. Et on va retrouver également des géométries qui ne sont potentiellement pas dans SFS 1.1, par exemple les courbes. Donc concrètement, dès qu'on a de la donnée en 3 ou en 4D, on n'a pas le choix. On va utiliser en fait du EWKT. Et dans notre cas, en fait, on aura le choix. Et donc le E, c'est pour Intense? C'est pour Extended. Ah. Alors évidemment, il y a des applications en fait, grand public qui l'utilisent, et on est sur des volumétries qui sont de l'ordre de plusieurs terras, voire plusieurs dizaines de terras pour les volumétries, en tout cas communiquées les plus importantes. Par exemple, l'IGN L'IGN en fait s'en sert essentiellement pour la partie production. Il va y avoir tout le stockage en fait, des données qui correspondent à l'ensemble des features en fait, au 25 millième. Et ils ont à l'heure actuelle entre le quart et la moitié. Ça évolue. Hein. Donc la dernière fois qu'ils ont communiqué dessus, ils étaient sur entre le quart et la moitié en fait, de leur production à l'échelle de la France, des données 25 millième qui étaient dans des bases de données PostGIS. Et avec une vingtaine de collaborateurs au quotidien qui vont faire des insertions, des modifications en écriture en fait, sur ces enregistrements faits en base. Donc c'est une très grosse volumétrie en fait. Et en termes de requêtes, parce que c'est la volumétrie de stockage, mais en termes Oui. de requêtes, il y a
Oui, tout à fait. On va retrouver, disons, sur cette application-là, non, vu que c'est une application essentiellement interne, en fait, et l'enjeu, il est bien plus dans le stockage et la manipulation et l'accès, en fait, en écriture. Après, évidemment, on va retrouver d'autres applications sur lesquelles, en fait, on va avoir des charges, évidemment, importantes au niveau requêtage, tout à fait. Ouais. OpenStreetMap, par exemple. Non? Ils n'utilisent pas du PostGIS. OpenStreetMap, ils ont leur propre format en fait, de représentation de données. Donc on n'a pas nécessairement un couplage entre la donnée OpenStreetMap et PostGIS. Après, effectivement, on peut réutiliser la donnée OpenStreetMap et après manipulation à l'intérieur d'un PostGIS, mais il n'y a pas d'obligation au départ. Est-ce qu'on peut revenir sur le tableau comparatif des logiciels d'information géographique qui se couplent avec PostGIS? Notamment Mapinfo, Oui. il y avait écrit qu'il pouvait se coupler avec PostGIS. Il y avait un petit, J'ai entendu dire que non. un petit 2 en fait dessus. Ouais, j'ai pas bien. Un peu celui-ci. Alors Mapinfo, on m'avait dit qu'il interprétait mal la colonne géométrique. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ah. Donc il y a des logiques en fait où Mapinfo sur des versions récentes peut arriver en fait à se connecter en fait à PostgreSQL, mais le support en fait est extrêmement limité. Donc on peut arriver à faire certaines opérations, notamment en fait en lecture, mais pas forcément tout. Et ensuite on ne va pas avoir davantage de fonctionnalités, donc à la fois pour passer des requêtes spatiales et évidemment pour venir écrire et modifier la donnée. Mais on peut les passer dans PostGIS, les requêtes, et les afficher après dans le logiciel. Tout à fait. On peut tout à fait se servir de PostGIS pour venir modifier et manipuler en fait la donnée. Par exemple, créer en fait une table à la volée et ensuite se servir de ce résultat-là pour l'utiliser avec un autre outil. Tout à fait. Ouais, non, On me signale que le temps en fait est écoulé, donc on va pouvoir continuer en fait dehors en fait.